Bah oui. Et là j'ai senti que la soupe... Ils étaient gênés. Ça commençait à gêner. Et ensuite, j'ai décidé... J'avais un ami... Mais pourtant, ils étaient pour la paix. Oui, mais pour la paix, tu ne peux pas vouloir que tout arrange sans que rien ne change. Eux, leur truc, c'est il faut que tout s'arrange sans que rien ne change. C'est-à-dire, on ne reconnaîtra pas qu'on les a foutus dehors, on ne reconnaîtra pas qu'on ne veut pas vivre avec eux, on dira c'est eux qui ne veulent pas vivre avec nous, parce que c'est ça le truc. Ils ne veulent pas de nous et vous voulez d'eux. Raconte-nous comment tu veux d'eux. Moi, j'ai rencontré des Palestiniens qui voulaient bien vivre à côté des Juifs, c'est les Juifs qui ne veulent pas. Oui. Tu vois, c'est vraiment les autres qui ne veulent pas. Donc, cette première expérience m'a fait comprendre que maintenant, je voulais en savoir plus long. Et un gars de mon kibbutz était directeur d'un centre culturel de la Shomer HaTzaïr. La Shomer HaTzaïr, c'était le mouvement d'extrême gauche, la partie gauche du spectre à la Knesset. Ça s'appelle le MAPAM, le parti socialiste unifié. Tu vois, ça rappelle quelque chose. Hein. Voilà. Donc, il était à la fois responsable politique du MAPAM et il était responsable d'une institution, pas d'une institution, d'une espèce de mini-université qui s'appelle Givat Chaviva, c'est-à-dire la colline de Chaviva. Chaviva, c'est un nom féminin. Comme Tel Aviv. Non, c'est pas ça. Pas du tout. Givat Chaviva. Et où ils enseignaient l'arabe, ils enseignaient l'arabe, ils enseignaient le sionisme, ils avaient une bibliothèque contenant toutes les archives de la Shomer HaTzaïr, un centre culturel, si tu veux, qui se disait, nous voulons la cohabitation avec les Arabes, nous voulons nous rapprocher des Arabes. Donc, ils se sont installés en Galilée, entourés de villages palestiniens autour, parce que la Galilée est encore très, très grandement peuplée d'Arabes, de Palestiniens. Et ils se sont mis là et ils ont fait des rencontres avec il y avait un gars, il allait dans les lycées et dans les collèges israéliens et palestiniens, les convaincre d'envoyer leurs gosses à Givat Chaviva pour faire des séminaires de rencontres. Alors, mais c'était vraiment des trucs très, 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 très bien ficelés. Il leur disait, par exemple, il les mettait l'un en face, il prenait un tableau, il dit vous, les Juifs, là, racontez-nous, qu'est-ce que vous pensez des Arabes ? Et il balançait tous leurs stéréotypes, mais absolument immondes. Il y en avait, ils avaient honte, ils partaient en pleurant. Et ensuite, les Arabes, tous les stéréotypes contre les Juifs. Il dit maintenant que vous avez vu, là, vous savez ce qu'on va faire ? Ils prennent des chaises, ils les mettent tous ensemble, une chaise par personne, ils les font tous monter sur les chaises, et ils en retirent une chaise, 2 chaises, 3 chaises. Il dit, il n'y a pas une fois où un Juif qui était en train de tomber n'est pas reçu la main secourable d'un Arabe, ni l'inverse. C'était la première fois de leur vie. C'était génial. J'en ai des frissons quand j'y pense. Alors j'ai assisté à ces trucs. Hein, c'est incroyable parce que ça montre aussi hein. quand on retire la propagande. Mais bien sûr qui est martelée aux enfants et qui après malheureusement produit ce qu'on voit. En fait, les gens savent s'entendre. D'ailleurs, même dans un de tes ouvrages. T'as vu comme c'est beau ce que je te raconte là ? Ils ont tout cassé. Ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit. Le lieu a été détruit. Non, pas le lieu. Le gars qui faisait ça, ce gars-là, écoute, je ne sais plus comment je l'appelle parce que c'est pas son vrai nom. J'évite de donner les vrais noms. Ce gars-là, il était absolument adorable. C'était un grand rouquin assez massif, si tu veux. Alors, il parlait mal l'arabe, mais il comprenait tout. C'était un ashkénaze pur sucre. Il dit, moi, je suis arrivé au kibbutz avec un idéal de vie en communauté avec les gens qui étaient là avant nous. Je l'ai encore et le MAPA m'a fini par le renvoyer. Parce que ces séminaires, il y avait des gosses qui rentraient chez eux en pleurs, qui disaient « Ouais, regarde ce qu'on a fait aux Arabes !» Donc les parents se sont plaints, et on a viré le mec. Et ensuite, on en a mis un que personne ne respectait chez les Arabes. Et ce gars-là, je me suis baladé dans le gros bourg de Oum el-Fahem. C'est une ville. Hein, c'est une ville. À l'origine, c'est un petit village. C'est devenu une ville. Le gros bourg d'Oum el-Fahem, où là, vraiment, je me suis immergé dans la société palestinienne. Vraiment immergé. J'ai même travaillé avec eux et tout. J'ai vu comment ils parlaient de ce gars-là. Mais c'était respect. Ils ne pouvaient pas faire 2 pas dans la rue sans que des gens s'arrêtent, le saluent et tout. Et après, il me dit, voilà. Et il me dit, mais tu sais, t'es trop bien. Ils ne peuvent pas te garder, puisque tu veux vraiment le truc. Et je me suis rendu compte que derrière cette prétention à vouloir faire la paix avec les Palestiniens, c'était un vernis. Ils voulaient surtout que les Palestiniens leur foutent la paix. C'est ça. Et d'ailleurs, dans un de tes ouvrages, tu me disais, dans le livre Libre femme de Palestine, il y a des témoignages que tu as recueillis sur le système de santé palestinien, où il y avait des collaborations avec des médecins juifs. Oh là là, c'est une des plus belles choses que j'ai vues là-bas. Il y avait, alors, Libre femme de Palestine, c'est un livre que j'ai fait à l'instigation du Comité catholique contre la faim et pour le développement, incidemment,
moi qui étais d'origine catholique, maintenant je suis pas catholique tout court, mais avant j'avais des réminiscences du catholicisme. J'ai connu le CCFD par un ami palestinien, Doum El Fahem, qui m'a dit, tu connais pas le CCFD, mais alors ils sont vachement bien et tout. Donc le CCFD levait des fonds pour aider des ONG, et ils ont aidé cette ONG médicale. J'ai vu un truc extraordinaire. Tu avais les médecins palestiniens travaillaient toute la semaine, et leur jour de congé, ils allaient faire du bénévolat dans les villages qui ne voyaient jamais une blouse blanche parce que trop éloignés et tout. Donc, ils ont développé véritablement, à la tête de ce mouvement, un certain Mustapha Barghouti, que j'ai pendant un temps, si tu veux, je voyais souvent Mustapha Barghouti, je ne l'ai jamais revu après. Il est devenu ministre, enfin bon, c'était plus ça. Enfin, je veux dire, c'est pas que c'était plus ça, c'est que l'éloignement a fait que je ne l'ai jamais revu. Donc, les médecins palestiniens ont commencé à organiser des tournées pour eux, pour apporter leur seul jour de congé, les soins primaires, expliquer. Alors, ils ont développé un truc qui dit, si on donne des informations sanitaires à un homme, il va mettre une plaque, il va faire venir les gens, il va leur demander un shekel. Si on dit la même chose à une femme, elle dit, les filles, venez voir comment il faut faire. Les autres, elles vont le répéter à tout le monde. Donc, Mustapha Barghouti, il a fait le plan, il a fait le pari, il a dit ce qu'on va dire aux femmes, elles vont le disséminer. Bingo, il a créé les auxiliaires de santé. Un truc absolument extraordinaire. Et alors, il y avait donc le vendredi, qui était le jour de congé des musulmans. Donc là, ils venaient travailler le Medical Relief, on appelle ça. Je ne vais pas te le dire en arabe. Le comité de soins. L'association, qui avait son siège au nord de Jérusalem. Donc, les musulmans donnaient leur vendredi. Les chrétiens donnaient leur dimanche. Puis un jour, il y a des juifs qui ont dit « et nous on va donner notre samedi. » Pourquoi ? Parce que Mustapha, il connaissait une certaine Rouhama Marton, qui est encore vivante. Oh là là, l'admiration que j'ai pu avoir. C'est plus que l'admiration, c'est l'élan d'amour que j'ai eu pour cette Rouhama, c'est extraordinaire. C'est une médecin israélienne, dès le début de l'intifada. L'intifada, c'est 1987. Elle est allée à Gaza en disant « Vous avez besoin de nous, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Extraordinaire. Alors, ce que je te raconte, Libre Femme de Palestine, c'est après le début de l'intifada, c'est quelques années plus tard. Elle a mis sur pied, avec Mustapha Barghouti, la coopération des médecins juifs et des médecins arabes. Et j'ai participé, alors j'avais même une équipe de tournage, parce que le CCFD avait débloqué des fonds pour faire venir un preneur de son et un caméraman. Et moi, j'étais là pour prendre les notes, faire les interviews. On a ramené un film. On peut le voir où, ce film, aujourd'hui ? C'est moi qui l'ai. Je peux t'envoyer des extraits. Ce serait très, très intéressant qu'on puisse visionner quelques passages. Et alors, je suis allée un jour avec, comment il s'appelait avec mes deux comparses, on est allé voir la première, on appelait ça la clinique. Clinique, c'est pas le lieu, c'est l'activité. La clinique des femmes, c'est le jour de consultation de la gynécologie. La clinique, tu vois, la clinique des enfants, etc. Bon. Et il y avait, ce jour-là, ils appelaient ça la clinique des juifs, les médecins juifs. Donc, on a trouvé un village perché ou un machin. Dans le village, il n'y avait personne. On s'est peut-être trompé, on ne voyait pas. On voit un Pékin, on lui dit la consultation médicale. Il me dit, c'est là-haut dans le village. Alors on y va. Brusquement, on voit une foule. Il y avait des gens qui faisaient la queue et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, il y avait côté juif des jeunes qui étaient venus de Haïfa, de différents endroits pour soutenir les médecins juifs, et ils organisaient, ils prenaient les inscriptions. Il y avait, alors avec beaucoup de pudeur, c'est-à-dire les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes, parce que pour une consultation, tu vas poser des questions indiscrètes, donc tu vois, et ils préparaient la consultation. Il y avait Rouhama qui donnait sa consultation médicale, et il y avait un médecin, un cardiologue. Oh là là, quand j'y pense... Il me raconte comment il fait. Il me dit, alors c'est très très frustrant pour nous, les médecins, parce qu'on n'aura pas la suite, on ne sait pas. Il y avait une foule. Et je lui dis, mais ils vous font confiance, ces gens ? Il me dit, regarde. C'était extraordinaire. Et j'ai demandé à ce médecin, je lui ai dit, pourquoi vous faites ça ? Il me dit, on ne demande pas à un médecin pourquoi il fait son travail. Oui. Tu sais, c'était la question qui tue. Je savais bien qu'il allait me répondre ça. Mais il me dit, attendez, comment pourrions-nous... Alors, ils disent, la clinique, ce qu'on appelle la clinique des Juifs, c'était l'occasion
pour les Palestiniens de rencontrer des médecins qui ont des spécialités que les Palestiniens n'ont pas. Parce que les Palestiniens, majoritairement, ils faisaient leurs études en Union soviétique. C'était avant la chute. Donc, en Union soviétique, ils revenaient avec un certain nombre de spécialités, mais ils n'avaient pas la cardiologie, ils n'avaient pas le cancer, par exemple. Ils n'avaient pas le cancer. Et Rouhama m'a raconté un truc. Écoute, j'en ai encore des frissons. Elle est encore vivante, un peu encore. Si tu cherches sur Rouhama Marton, tu vas la voir sur la toile. Elle me raconte qu'un jour, on lui amène un gars mourant, de cancer. Bon. Et le gars, la police voulait absolument le mettre en prison. Elle dit, attendez, elle avait quand même beaucoup de relations, elle avait beaucoup d'entre-gens, elle était bon. Et elle a réussi à le faire sortir de prison. Bon. Et il avait besoin de soins très, très intensif, tu vois. Il était en train de mourir d'un cancer. Il m'a dit, il était tout gris, tout jaune, il était squelettique et tout. Et elle a cherché partout où il pourrait se faire soigner de ce cancer. Alors la police l'avait relâché, mais en le gardant sous surveillance. Et là, ils disent, il y avait des soins à Londres. Ben d'accord, il va se soigner à Londres, mais après il ne reviendra pas. Pourquoi ? C'est comme ça. S'il se soigne, il ne reviendra pas. Il dit, je ne peux pas faire ça. Bon. Il part à Londres, il se fait soigner. Et là, Rouhama recommence pour le faire rentrer. Bon. Puis la vie continue. Elle me dit, un jour, j'étais je sais pas, avec des amis, on était en train de prendre un pot, je sais pas trop quoi. Il dit, il y a un beau jeune homme qui s'approche de moi, qui me dit, Rouhama, c'est moi. Tu m'as sauvé la vie. Il était resplendissant. Elle ne l'avait même pas revu. Elle s'en était occupée comme ça. C'est magnifique, c'est magnifique. Ce que j'ai vu de solidarité, en plus, la solidarité entre Rouhama et Mustapha Barghouti, c'est la femme de Mustapha et... Attends, c'est une histoire de parrain-marraine, enfin, il n'y a pas exactement la même chose de chez eux, mais quelque chose du genre, tu vois. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. C'est extraordinaire. Et évidemment, les médias reprennent pas ça. C'est ça, j'allais dire, c'est cette solidarité dont tu as pu être le témoin, à part quelques témoignages comme ceux que tu nous partages, on ne les voit pas. Mais non. En plus de ça, je rapporte des témoignages de Gaza, je rapporte des trucs extraordinaires. Alors j'ai été très très copine avec Fathi Arafat. Je l'ai connu avant ce reportage, je l'ai connu à Genève. Je l'ai connu à Genève parce que j'avais une amie, Arna, dont je parle abondamment dans du Kibboutz à l'Intifada. Elle avait créé une association de défense des enfants palestiniens. Je vais te raconter une superbe histoire. Je vais raconter une superbe histoire, puis après je te raconterai l'autre. Un jour, Arna, donc, elle avait créé une association de défense des enfants palestiniens sous l'occupation. Elle avait créé un cours, des cours. Elle avait élaboré des cours pour que les enfants puissent travailler en période d'occupation. C'est-à-dire, on leur montre une fois et après, ils peuvent apprendre tout seuls des cahiers de coloriage, de machin, enfin, pour les petits. Et puis, elle m'avait envoyé un dossier. J'avais créé, moi, à Paris, l'association de défense des enfants palestiniens. Puis un jour, il y a Yehudi Menuhin qui vient à Paris et je l'entends à la radio dire il faut que les Palestiniens que les Israéliens fassent la paix avec les Palestiniens. J'ai dit, il a l'air bien, ce mec-là, tu vois. Donc, je prends mon dossier et je vais l'attendre à la salle des Champs-Élysées, devant l'entrée des artistes. Je le vois descendre. Je lui dis, maître, si vous avez quelques minutes pour prendre ce dossier. Il m'a dit, merci madame. 2 jours après, il m'écrit, boum, merci, je prie pour vous, papa. Il dit, voilà, dis donc, il est bien ce mec. Et alors, qu'est-ce que je fais ? Je prends ma plus belle plume et je lui explique tout ce qu'on fait. Je raconte, mais j'avais pas son adresse parce qu'il m'avait écrit de son hôtel. Hôtel machin chouette. Alors, c'était un mot très gentil, qui était bien signé Yehudi Menuhin. Je prends soin de votre truc, mais il n'y avait pas moyen de le joindre. Alors, j'ai écrit cette lettre. Sœur Yehudi Menuhin, Londres. C'est arrivé. Et là, je reçois un message. Il me dit, je vais... alors, c'est pas lui directement que j'ai eu, c'est sa secrétaire. Il dit, je vais bientôt en Israël, je voudrais rencontrer Madame Arnamer. Je donne toutes les coordonnées, le téléphone et tout. Et voilà que de Haïfa, le téléphone sonne et Arna décroche. « Allô, bonjour madame, je suis la secrétaire de Yehudi Menuhin. » Et moi, je suis la secrétaire du pape, dit-elle, et elle raccroche. Alors la dame insiste, madame, je suis vraiment la secrétaire de Yehudi Menuhin, qui doit venir en Israël bientôt. Il a votre téléphone par votre ami Marion. Ah, fallait commencer par là, dit-elle. Et il est arrivé, quelque temps après, à Jérusalem, à la Knesset.
il leur a passé une soufflante. Ils étaient tous là, parce que tu sais, un grand maître de violon mondialement connu, qui vient à la Knesset, tout le monde dit, il les a engueulés. Il leur a passé une soufflante. Jamais vous ne pourrez racheter tous les crimes que vous commettez contre ce malheur. Il leur... Alors, tu sais ce qu'il a fait quand il est sorti. Alors, ils étaient comme ça suffoqués. Quand il est sorti, il a ouvert son sac, il a sorti un kéfier, il se l'est mis autour du cou, il dit, je veux voir Arna Mère. Et il est allé la voir. Elle m'a dit, Marion, c'est pas possible ce que tu m'as fait là. Oh, quel bonhomme, quel bonhomme. Et quand j'ai reçu le prix Palestine plusieurs années plus tard, je lui ai envoyé une invitation et il m'a renvoyé un petit mot me disant qu'il regrettait beaucoup de ne pas pouvoir se déplacer, mais qu'il priait pour moi. Et je l'ai très bien pris. Très bien pris. Ça, c'est la jolie petite histoire concernant Yehudi Menuhin. Je ne me souviens pas de l'autre histoire que je voulais te raconter, mais celle-là est très belle. Bah, tu as beaucoup d'anecdotes et d'histoires qui redonnent... Oui, alors comment j'ai connu Fathi Arafat? Donc Arna, elle avait créé donc l'association de défense des enfants palestiniens, des enfants de l'occupation. Et un jour, il y avait une réunion des ONG à Genève. Moi, je prends la petite bagnole, j'y vais. J'avais créé mon association. Réunion des associations, j'y vais. Je retrouve Arna là-bas. Et puis, il y a une copine qui me dit, t'as vu le mec là? T'as vu comment il ressemble à Yasser Arafat? J'ai dit, ouais, dis non. Oh, bah dis non, on dirait son frère. Et alors là, il y a un mec qui s'approche de moi qui me dit, Docteur Arafat voudrait faire ta connaissance. J'ai compris, c'était le petit frère. On est devenus copains, mais et chemise, ça a duré 3-4 ans. Mais écoute, j'ai piqué des fous rires avec lui. J'ai des photos de nous. Hein. J'ai des photos de... Et il parlait beaucoup à son frère? Oui, bah, ils se voyaient tout le temps. Attends, arrête. Alors moi, j'ai jamais croisé Yasser, parce que je l'ai croisé 2 fois, mais ailleurs. Je lui ai serré la louche un jour à Genève et tout, mais comme ça, parce qu'il passait. Mais Fathi, il m'a invité en Égypte. Il m'a fait connaître sa sœur. Je connaissais toute la famille Arafat, sauf Yasser. Et il était le responsable du Croissant Rouge palestinien. Mais on était potes, mais tu peux pas savoir. On se marrait tous les deux, c'est extraordinaire. Ah, c'est en quelle année, là 95. 95, ouais. 95. C'est là où j'écris Libre femme de Palestine. C'est à cette occasion. Mais je l'avais connu avant. J'avais connu Fathi avant. Et c'est là que on a fait tout ce reportage sur Gaza et qu'il a créé un centre pour handicapés absolument fabuleux. Est-ce qu'aujourd'hui encore tu as des contacts avec des personnes en Israël ou d'anciennes personnes qui ont vécu dans des kibboutz? Comment est-ce que tu as des informations aujourd'hui sur la situation là-bas? J'arrive pas à en avoir. Moi, pendant longtemps, si tu veux, c'était facile, je montais dans l'avion. Mais maintenant, je peux plus, quoi. Ouais. Moi, je fais pas confiance aux médias. Tu sais, le média, c'est l'intermédiaire. Je fais plus confiance aux intermédiaires. J'ai tellement vu d'imbécilité, j'ai tellement vu et entendu d'imbécilité quand je les ai confrontés à la réalité. Alors, mon père adoptif est mort. Mes amis les plus chers là-bas, il y en a plusieurs qui sont morts. J'espère que Gabi est encore vivante, mais Arna est morte. Son amie Marie Haas de Gaza est morte. Tu sais, c'était il y a longtemps. Hein. C'était il y a longtemps. Donc, ce livre, je l'ai écrit la première fois en 1991 ou 12, quelque chose comme ça, tu vois, et il ressort maintenant. Alors, actualisé, c'est-à-dire que comme j'étais très gauchiste à l'époque et je ne le suis plus, je mets au passé, tu vois, je contextualise. Voilà, tu vois, je contextualise. Mais regarde, il est quand même copieux. Hein.